Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire de l'assurance maladie des Pays de la Loire dédié à la thématique de la prévention de la désinsertion professionnelle, que l'on peut aussi euh, communément appeler l'accompagnement au retour à l'emploi des personnes en arrêt de travail. Je suis accompagnée ce matin de Madame Bossard, que je laisse se présenter. Oui, bonjour, je suis Hélène Brossard, je suis assistante sociale au service social de l'assurance maladie sur le département de la Vendée. Donc moi, je suis Hélène Herford, je suis chargée de relations entreprises en Vendée également, à la CPM de la Vendée. Et comme ce webinaire est destiné à tous les employeurs, toutes les entreprises ou collectivités des Pays de la Loire, nous sommes accompagnés aussi de deux collègues, Aline et Jérôme, de Loire-Atlantique et de Sarthe, qui sont également chargés de relations avec les entreprises, qui vont se charger de gérer vos éventuelles questions-réponses tout au long du webinaire. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, nous allons pouvoir commencer. La prévention de la désinsertion professionnelle, c'est un vaste sujet qui concerne, bien sûr, en premier lieu, les assurés en arrêt de travail, mais également vous, les employeurs. Nous allons évoquer différents sujets ce matin, donc la définition de la prévention de la désinsertion professionnelle en elle-même, quels sont les acteurs et leur rôle, les dispositifs qui sont à disposition. Donc, je vous préviens maintenant, on n'évoquera pas tous les dispositifs possibles. On fera vraiment plutôt aujourd'hui un focus sur les dispositifs de retour à l'emploi dans l'entreprise pour lesquels vous, employeurs, vous pouvez avoir un rôle important à jouer. Et puis, nous aurons un temps d'échange, questions-réponses. Alors, pas forcément à la fin, ça peut être au fil de l'eau selon les thématiques. Quand on passera d'une thématique à l'autre, on verra s'il y a déjà des questions auxquelles répondre. En premier lieu, qu'est-ce que la désinsertion professionnelle ou la prévention de la désinsertion professionnelle? La prévention, elle regroupe l'ensemble des actions, des dispositifs d'accompagnement et des acteurs dans le but d'éviter la perte d'emploi du salarié. Elle vise à repérer de manière précoce et à agir le plus précocement possible avant que les problèmes de santé ou les difficultés conduisent à une inaptitude ou à une perte durable d'emploi pour le salarié. Donc la PDP, on va utiliser l'acronyme PDP, Prévention des insertions professionnelles. Elle permet la mise en place d'actions de remobilisation pendant l'arrêt de travail. C'est vraiment utiliser le temps de l'arrêt de travail pour travailler son retour, anticiper la reprise de travail et favoriser le maintien dans l'emploi dans les meilleures conditions possibles. Tous les salariés en arrêt de travail sont concernés à partir du moment où l'état de santé est un risque pour la reprise de travail. Quels sont les différents acteurs et les rôles de chacun? Qui dit arrêt de travail dit en premier lieu prescription d'arrêt de travail. Donc, un des acteurs majeurs va être le médecin qui prescrit l'arrêt de travail. On dit médecin traitant parce qu'en général, c'est lui qui prescrit les arrêts de travail, mais ça peut être aussi le médecin généraliste ou le médecin spécialiste pardon, qui accompagne sur une pathologie particulière ou sur une lésion particulière suite à un accident de travail, par exemple. Donc, le médecin, il prescrit l'arrêt de travail et les soins, et il peut aussi être à l'origine d'une visite de pré-reprise à demander au médecin du travail. On va l'évoquer un petit peu plus tard. Vous avez également le médecin conseil de l'assurance maladie qui, lui, assure le suivi de l'arrêt et des soins, qui prend les décisions médico-administratives, c'est-à-dire qu'il va assurer un suivi au long de l'arrêt pour garantir que cet arrêt est toujours justifié. Et il va aussi participer, on l'évoquera un petit peu plus tard, à des instances qui permettent d'accompagner les personnes en arrêt de travail vers des dispositifs de remobilisation pour un retour sécurisé vers l'emploi. Il y a bien sûr vous, l'employeur, et un de vos rôles principaux va être d'orienter, de conseiller et d'informer dans la mesure de ce que vous connaissez votre salarié. Donc, vous invitez le salarié à prendre contact avec le service social de l'assurance maladie, on va l'évoquer un petit peu plus tard, pour être accompagné pendant l'arrêt et notamment sur toutes les difficultés, mais Madame Bossard vous l'expliquera de manière plus approfondie. Vous pouvez aussi inciter à la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Alors, je sais parce qu'on en entend beaucoup parler qu'il n'est
pas forcément évident d'obtenir les rendez-vous auprès du service de santé au travail. Malheureusement, les effectifs dans les services de santé sont aussi contraints. Donc, il y a la visite de reprise que vous êtes obligé d'organiser avec les services de santé au travail après un long arrêt, mais vous pouvez aussi inciter votre salarié à voir le médecin du travail pendant son arrêt pour déjà préparer les conditions de son retour. Donc, c'est la visite de pré-reprise. Et vous pouvez aussi organiser le rendez-vous de liaison. C'est un nouveau dispositif qui existe depuis 2021. On va en parler un petit peu plus tard. Et vous participez à la mise en œuvre de certains dispositifs que l'on évoquera également un petit peu plus tard. Concernant l'assurance maladie, eh bien, les CRE, donc mes collègues ici présents et moi-même, nous informons les employeurs des différents dispositifs et acteurs mobilisables. Le référent PDP de la caisse primaire, lui, il coordonne en fait le suivi des actions et notifie les accords auprès des assurés et participe aussi à des instances avec les partenaires pour pouvoir évoquer des situations complexes et orienter vers les meilleurs dispositifs. On va dire, quand je dis meilleur, c'est le dispositif le plus adapté à la situation de la personne, bien sûr. Et puis, le service social de l'assurance maladie. Hélène, je te laisse présenter. Oui. Alors, en fait, notre service social, nous accompagnons en fait les salariés à partir du moment où l'état de santé, en fait, va avoir des répercussions. C'est-à-dire qu'on va accompagner des salariés, notamment sur le temps de l'arrêt de travail, par rapport à des questions de retour à l'emploi. Alors, il peut y avoir d'autres freins, parce que des fois, un arrêt de travail peut occasionner d'autres difficultés. Donc, nous évaluons aussi toute la situation. Mais notamment, le retour à l'emploi, en fait, on explique les dispositifs, on regarde avec la personne quelles difficultés elle rencontre et on va être un peu à l'interface de toutes les structures qui peuvent intervenir sur ce champ-là parce qu'on va adapter en fonction de la situation quel dispositif, quel partenaire, quelle démarche, quelle information semble intéressante pour le salarié et on va l'accompagner tout le temps de l'arrêt en fonction de l'avancée de l'état de santé, en fonction des retours que les autres partenaires nous ont faits et on va pouvoir mettre en place des actions si c'est nécessaire par rapport à ce salarié. Donc, on est vraiment un service d'accompagnement le temps de l'arrêt sur toutes les questions de reprise de travail. Donc, on va pouvoir orienter vers le médecin du travail. On travaille en collaboration avec beaucoup les services de santé au travail. On peut interpeller le salarié sur des démarches autres. Notre objectif, c'est vraiment qu'il se mobilise au plus tôt à partir du moment où il craint que son poste de travail, la reprise sur ce poste-là va poser problème. En tout cas, il ne va pas être simple en l'état. Merci Hélène. Est-ce que tu peux nous parler également des différents partenaires que tu as déjà commencé à évoquer qui peuvent être mobilisés ou qui peuvent être acteurs avec l'assuré autour de cet arrêt de travail? Alors, comme vous le voyez sur le diaporama, il y a la GFIP. Alors, la GFIP est un financeur. C'est une association qui gère les fonds liés à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle finance des dispositifs. Elle est un appui financier par rapport aux salariés sur des aides, l'aménagement de poste. Enfin, vraiment, elle a un appui assez conséquent sur tout ce qui va être le retour à l'emploi en entreprise. Elle va permettre aussi de financement d'autres partenaires comme Cap Emploi, Cap Emploi qui est un service un peu transversal, c'est-à-dire qu'il intervient à la fois auprès des salariés, dans les entreprises, mais aussi pour le recrutement de travailleurs handicapés au sein de vos entreprises. Donc Cap Emploi est vraiment un technicien où la personne doit être bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc il reste un partenaire très important pour travailler un retour en emploi à partir du moment où le poste de travail peut être compliqué. Et c'est vrai qu'il est un partenaire qu'on sollicite quand il y a vraiment besoin d'un appui spécifique par rapport aux difficultés de santé. La MDPH ou MDA ou MVA en Vendée est un organisme d'État qui, en fait, par rapport aux problèmes de santé que peut rencontrer la population, peut attribuer ce qu'on appelle la reconnaissance travailleur handicapé, qui est un statut permettant d'avoir accès à tous les dispositifs liés à l'obligation d'emploi. Et dans certains cas, elle peut également faire des orientations professionnelles pour les travailleurs qui ont besoin d'un appui, d'un accompagnement, de formation plus spécifique par rapport à l'état de santé. Voilà un petit peu les partenaires. Merci Hélène.
J'ai oublié de parler du médecin du travail, mais on l'avait évoqué petit peu précédemment. Donc, le médecin du travail qui peut être rencontré pendant l'arrêt, lui, il va faire des préconisations pour favoriser le retour à l'emploi. Alors, la visite de pré-reprise, ses conclusions ne sont pas adressées à l'employeur, sauf si le salarié en fait la demande. Mais cette visite de pré-reprise, elle va permettre de préparer sereinement les conditions de reprise avant la fin de l'arrêt de travail. Je ne sais pas si nous avons déjà des questions par rapport aux acteurs. Si c'est le cas, on veut bien y répondre. Sinon, on va enchaîner avec les dispositifs. Ouais, on a quelques questions quand même, ce serait bien d'y répondre maintenant, effectivement. Alors, on a une première question. Bonjour, comment savoir si notre salarié a été contacté par un service social? Alors, en fait, le service social, enfin, le salarié, c'est vrai qu'il doit être à l'initiative de l'orientation. Alors, on travaille beaucoup avec les médecins. Hein, beaucoup de médecins, que ce soit les médecins traitants, les médecins du travail ou même les médecins conseils, hein, assurance maladie, vont nous orienter leurs patients quand lors d'une consultation, il est évoqué des difficultés et que, à première vue, l'emploi, enfin, le poste de travail effectué dans l'entreprise risque d'être peu compatible. Donc là, il y a des alertes et c'est vrai que on a des orientations principalement, c'est vrai que par les médecins ou par l'assurance maladie, nos partenaires internes. Alors c'est vrai que aujourd'hui, les salariés ont pas forcément, enfin c'est vrai que si il n'est pas indiqué que, enfin notre existence, c'est vrai que peut-être certains salariés n'ont pas connaissance de notre existence. Alors, c'est vrai qu'on fait tout un travail hein, quand même important auprès des médecins. De nombreux médecins traitants aujourd'hui nous orientent des salariés quand l'arrêt commence à durer et qu'il y a vraiment un état de santé qui tend à se stabiliser avec quand même des inquiétudes de reprise. Les caisses primaires, les assistantes sociales, d'autres dispositifs ou d'autres organismes nous orientent aussi. Mais c'est vrai que voilà, il est aussi important justement que les employeurs aient connaissance de notre existence parce que il arrive quand même qu'on soit amené à pouvoir discuter avec des services dans les entreprises sur certaines modalités qui sont mises en place et que l'employeur a besoin d'explications. Mais c'est vrai que l'employeur, c'est vrai a un rôle important par rapport à notre service de pouvoir au moins transmettre l'information en disant si vous avez des difficultés, c'est vrai qu'il y a un service social à l'assurance maladie qui peut apporter des réponses, vous expliquer voilà s'il y a des questions autour de la législation, de l'arrêt de travail, comment ça se passe, quelles démarches à faire, les dispositifs. C'est vrai que ça peut être intéressant que cette information puisse être transmise. Alors après, Vous n'aurez pas forcément de retour, hein, on est D'accord, donc d'accord? c'est Euh, là pour résumer, c'est l'employeur peut en parler au salarié qui ensuite lui voilà, se complètement. rapproche de l'assurance maladie. Merci. voilà, Voilà. il faut On vraiment Et n'est que la pas un personne service. s'empare de l'offre. Hein. oui, bien sûr. Voilà. Et par contre, du coup, il y a deux questions qui vont se rejoindre un petit peu. À partir de quel moment le service social prend contact avec le salarié et qu'est-ce qu'un arrêt longue durée pour la CPM en jours, en semaines, en mois? Je pense que c'est à peu près, je vous laisse répondre. Alors, la durée de l'arrêt, je vais répondre sur cette question-là. C'est difficile d'y répondre comme ça, jour, mois Mm. ou semaine. Elle va beaucoup dépendre de la pathologie. C'est-à-dire que pour certaines pathologies, on sait que la question du retour à l'emploi, elle va pas arriver tout de suite parce qu'il y a un temps de soin qui va être lourd et long et qui va d'abord falloir prendre le temps de ce soin. Je pense notamment à des pathologies type cancer. Euh, voilà, il faut vraiment prendre le temps du soin long et la question se posera, mais un petit peu plus tard. Pour ce qui est par exemple, d'une séquelle d'un accident de travail sévère où on a, alors je vais donner un exemple très parlant, mais une amputation d'un membre, bah, très rapidement, alors je ne dis pas que l'arrêt va pas être plus court et qu'il n'y aura pas un soin long, mais on va identifier beaucoup plus rapidement quel type de problématique ça va poser pour le retour à l'emploi, notamment en termes d'adaptation au poste. Donc, c'est difficile de parler d'une durée. Ça va vraiment dépendre de la pathologie. Ok, merci. Et de même, c'est vrai il y a aussi parfois certains salariés qui sont confrontés à des problèmes de santé et qui vont avoir des arrêts répétés en fait. On va être sur des arrêts répétés et à long terme, ça peut aussi questionner euh, une reprise d'emploi, enfin à long terme, parce que du coup, si les arrêts sont répétés, c'est que peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées pour le salarié.
Donc c'est vrai que ça nous arrive aussi d'être sollicité quand les arrêts sont répétés et que la personne du coup prend conscience que le poste de travail peut-être n'est peut-être pas si simple et voir ce qui peut être fait en interne avec l'entreprise et le médecin du travail. Donc ça peut être aussi, c'est vrai que la longueur d'arrêt, ça dépend voilà, de ce qu'on entend par longueur d'arrêt. Un arrêt long est toujours problématique, mais les arrêts répétés peuvent l'être aussi, c'est dans certains cas. Ok. On va peut-être continuer. Attends, l'accès aux divers acteurs se fait donc par le salarié, non l'employeur. Alors oui, sauf avec la médecine du travail. Oui. Et L'employeur peut Cap les Emploi. contacter directement et Cap Emploi. Alors attends, il y a des choses pas forcément. Alors, il y en a une, c'est comment inviter les agents à nous indiquer qu'ils ont une reconnaissance RQTH. Bien souvent, ils n'osent pas et on se prive de solutions pour les accompagner. Là, Là, c'est après, vrai que dans le cas des accompagnements, dans le cadre des accompagnements qu'on fait, c'est vrai que nous, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est un outil pour nous. Ça permet aux médecins du travail de pouvoir solliciter des services extérieurs comme Cap Emploi s'il y a nécessité de le faire. Ça permet d'avoir accès à plein de dispositifs. Donc c'est vrai que nous, quand on rencontre un assuré qui n'a pas fait la démarche ou qui l'a fait, mais en effet n'a pas transmis cette information, c'est vrai qu'on va expliquer l'objectif de cette reconnaissance travailleur handicapé pour permettre aux salariés justement de transmettre l'information à l'employeur. Il y a des craintes, clairement, les salariés sont assez craintifs des répercussions qu'il y a par rapport à un employeur. Il y a souvent amalgame entre si je dis que je suis travailleur handicapé, l'employeur tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il y a beaucoup de craintes. On a un discours aujourd'hui qui est quand même plutôt, je trouve, même je trouve que les employeurs aussi, le discours est plutôt positif sur ça et je trouve que les salariés sont de plus en plus à l'aise pour transmettre cette information. Il y a toujours quand même quelques freins au départ, mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, quand on rencontre un assuré, ça fait partie, quand il y a des restrictions médicales à suivre par rapport à une pathologie, c'est vrai que c'est une démarche qu'on explique, qu'on accompagne. On peut aider à la constitution, comme ça aide aussi à la personne à comprendre vraiment la démarche et l'objectif de cette démarche-là. C'est vrai que voilà, c'est donné que quand l'information n'est peut-être pas assez expliquée, en effet, on a des fois des personnes qu'on voit après un certain temps, la reconnaissance a été évoquée à plein de reprises par différents professionnels. La personne n'a jamais pu faire le dossier pour quelques raisons que ce soit, personnelles, de frein, de peur. Donc, on essaye de travailler ça dans le cadre de nos suivis, en tout cas. Merci. on va continuer. Du coup, vous pouvez D'accord. continuer Je la peux présentation. avancer? Juste, Ah, on a vas-y, juste Théo. une petite question sur savoir si les supports de com, etc., vont être transmis à Oui. l'issue du webinaire pour communiquer aux salariés. Juste pour info, il y aura des flyers, etc., qui vont vous être envoyés. Hélène va refaire le point à la fin du webinaire, vous inquiétez pas. C'est ça, j'allais envoyer le lien Amélie Entreprise, justement, où il y a plein d'informations et dessus, il y a un flyer de disponible. C'est ça, exactement. Je vais envoyer la. Dans le déroulé Merci. là, de la réunion de ce jour, vous aurez plusieurs liens également pour pouvoir vous reporter aux documents qui sont sur amélie.fr. Je te redonne la main. Merci. Merci. Alors, j'arrive pas. Voilà. Les dispositifs. On disait en préambule que l'on allait évoquer quelques-uns des dispositifs. On va les détailler un petit peu plus tard. Le rendez-vous de liaison, qui est un nouveau dispositif mis en place par la loi du 2 août 2021, qui est une loi très, très importante sur le champ justement du retour à l'emploi et des différentes possibilités qui sont offertes aux salariés et aux employeurs. Donc, le rendez-vous de liaison en fait partie. La visite de pré-reprise que l'on a commencé à évoquer, mais qu'on va détailler tout à l'heure. Et nous avons aussi quelques dispositifs dont on va parler, laisser encadrer la CRPE et en premier lieu le temps partiel thérapeutique, parce que c'est certainement à la fois celui qui est le plus connu, certes, mais peut-être aussi le plus préconisé, le plus prescrit et mis en œuvre. Et puis quelques autres dispositifs. Alors, on a mis en exemple ici le bilan de compétences, mais il y en a d'autres, notamment
parce que les dispositifs dont on va parler aujourd'hui, c'est ceux qui permettent de favoriser le retour à l'emploi dans l'entreprise. Mais parfois, malheureusement, certaines situations vont aboutir à une inaptitude et à une sortie de l'entreprise. Donc, certains dispositifs sont plutôt dédiés justement à l'accompagnement des personnes dont on identifie pendant l'arrêt qu'ils ne vont pas pouvoir rester dans l'entreprise. Et ça, c'est le médecin du travail, bien sûr, qui l'identifie. Quelques exemples, Hélène, peut-être? Oui, alors c'est vrai qu'on a à noter le bilan de compétences qui reste une mesure standard, hein, qui est communément connue et tout salarié peut être amené à faire un bilan de compétences. Donc, c'est pas une mesure spécialisée, je dirais, par rapport à l'état de santé. On a d'autres mesures lorsque vraiment tout a été fait en termes de maintien, enfin, toutes les pistes en retour à l'emploi ont été faites et que malheureusement, bon, la médecine, le médecin du travail, comme le disait Hélène, évoque une inaptitude à la reprise. C'est vrai que lorsque le salarié est partie prenante en disant bon, ok, maintenant j'ai compris, je ne vais pas pouvoir revenir sur mon poste de travail, je vais devoir me reconvertir. Si le salarié le souhaite, c'est vrai qu'on a différents dispositifs, donc comme le bilan de compétences, on a aussi le MOIJ, qui est un module d'orientation pour les assurés en indemnité journalière. C'est des formations qui sont faites pendant le temps de l'arrêt de cette semaine avec une période de stage en interne. On a aussi les PMSMP qui sont des périodes, alors on appelle ça des stages, mais ça a un autre terme pendant l'arrêt de travail, qui sont autorisés auprès de la caisse à partir du moment où il y a un conventionnement qui est fait par un conseiller en évolution professionnelle ou Cap Emploi, hein, parce qu'ils peuvent être prescripteurs de PMSMP. Alors, vous pourrez peut-être, vous, en tant qu'employeur, être sollicité dans ce cadre-là. Hein. On a des salariés en arrêt de travail qui, justement, par rapport à des soucis, enfin, des envies de réorientation, envisagent tel ou tel métier et vont solliciter pendant leur temps d'arrêt de travail un stage, enfin, une PMSMP auprès de votre entreprise. Donc, ça serait dans ce cadre-là. Donc, tout ça fait partie des outils. Alors, il y a aussi des outils liés à la MDPH, hein, comme les préorientations. Enfin, voilà. L'idée, c'est de choisir le dispositif qui correspond le mieux à la personne en fonction de où elle en est. Est-ce que quand il n'y a vraiment pas de possibilité en interne dans l'entreprise, parce que c'est toujours ce qui est priorisé au départ, c'est de voir quel dispositif va le mieux correspondre à la personne. Est-ce que j'ai un projet? Est-ce que j'ai pas de projet? Est-ce que ce projet semble viable? Est-ce que j'ai des craintes? Et en fonction de ce qu'on va pouvoir évaluer de la personne, on va l'orienter en effet vers les différents dispositifs, tous ces dispositifs étant accessibles pendant l'arrêt. Donc c'est vraiment pour le salarié un avantage précieux de pouvoir anticiper toutes les démarches en fait pendant ce temps-là. Ça facilite aussi, comment dirais-je, quitter l'entreprise. Hein, certains salariés, c'est très très compliqué pour eux de quitter l'entreprise. Donc, à partir du moment où on travaille déjà au départ le maintien, que ça c'est pas possible, et après qu'on propose un suivi pour le travail en extérieur de l'entreprise, en externe, c'est vrai que c'est facilitant pour les salariés. Donc, le bilan de compétences en fait partie, mais ça reste une mesure parmi beaucoup d'autres. Voilà un petit peu. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on va plutôt axer l'intervention sur les outils qui permettent aux salariés de rester au sein de son entreprise. Et pour compléter l'intervention d'Hélène sur le bénéfice de pouvoir préparer un retour à l'emploi, pas forcément un retour à son poste de travail, hein, mais de manière générale un retour à l'emploi pendant l'arrêt de travail, ça permet de lever tous les freins, notamment psychologiques, les craintes. Ça redonne aussi de la dynamique hein, parce que quand un arrêt est long, c'est compliqué aussi en termes de rythme. Et puis, il faut bien être conscient, et vous le savez mieux que nous encore, que quand une décision d'inaptitude tombe à la fin d'un arrêt de travail et qu'il y a 30 jours pour se retourner, pour préparer quelque chose, c'est trop court. Bien souvent, c'est difficile. Donc, tout ce qui peut être anticipé pendant l'arrêt de travail est toujours bénéfique pour tous, pour le salarié en premier lieu, bien sûr, mais également pour l'employeur quand il y a possibilité de reclassement, bien sûr. On va donc enchaîner sur la description un petit peu plus précise de certains des dispositifs. Hein. Donc, je parlais du rendez-vous de liaison qui a été créé par la loi du 2 août 2021,
Ce rendez-vous de liaison, c'est un temps d'échange non médical proposé pendant un arrêt de travail lorsque l'arrêt de travail dépasse 30 jours. Donc, c'est relativement rapide finalement. C'est un dispositif mis en place pour maintenir le contact entre vous, l'employeur, et votre salarié pendant un arrêt de travail de longue durée. J'ai envie de dire, il légitime, il légalise le contact que vous aviez peut-être avant de manière plus informelle, mais c'était parfois compliqué pour certains employeurs de maintenir un contact avec son salarié en arrêt de travail. Certains salariés ne l'acceptaient pas et le vivaient pas bien. Là, le fait de pouvoir solliciter une rencontre avec votre salarié pendant l'arrêt de travail est permis par la loi et c'est facilitant pour vous aussi, employeur. Donc, ce rendez-vous, il permet d'informer le salarié sur ses droits et les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle, de présenter les possibilités d'aménagement de poste ou du temps de travail lorsque l'état de santé quand même est suffisamment stable pour qu'on sache un petit peu vers quoi on va en termes de capacité de travail lorsque l'arrêt sera terminé, d'évoquer l'organisation d'une visite de pré-reprise, c'est-à-dire que c'est à cette occasion-là, par exemple, que vous pouvez aussi orienter vers le médecin du travail pour la visite de pré-reprise et en parallèle, toujours vers nos collègues du service social de l'assurance maladie. Et ce rendez-vous de liaison, il s'adresse donc à tout salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours, qu'il soit en arrêt continu ou discontinu. Donc, on évoquait tout à l'heure les petits arrêts courts successifs. Eh bien, vous pouvez à un moment proposer ce temps d'échange pour faire le point un petit peu sur la situation. Il peut être proposé par l'employeur ou il peut être aussi à l'initiative du salarié. Ne soyez pas surpris, certains salariés connaissant l'existence de ce rendez-vous peuvent vous le demander. Dans tous les cas, l'employeur doit informer le salarié de l'existence de ce dispositif, donc vous devez informer. Il existe peut-être sur servicepublic.gouv, je ne sais plus très bien, mais des exemples de courriers qui peuvent être proposés sur le rendez-vous de liaison. Donc, si le salarié accepte ou sollicite ce rendez-vous, l'employeur doit lui proposer dans un délai de 15 jours. L'échange peut se faire en présentiel, dans les locaux de l'entreprise ou à distance par téléphone ou visio. Ça, c'est à vous d'en échanger selon ce qui est le plus facile ou ce qui est préférable par rapport à l'état de santé. Il y a différents paramètres. Et vous devez également prévenir le service de santé au travail dont vous dépendez au moins 8 jours avant la tenue du rendez-vous, parce que le médecin du travail peut participer à ce rendez-vous de liaison éventuellement. C'est une obligation de l'évoquer et de le proposer, mais le salarié n'est pas dans l'obligation, lui, par contre, d'y participer. Ça peut être un petit peu tôt, n'hésitez pas à le proposer plusieurs fois si la première fois, il n'y a pas eu d'accord, on va dire, du salarié, parce que peut-être que la première fois, vous êtes tombé à un moment où c'était pas adéquat par rapport au temps du soin. Alors, sans forcément le faire trop souvent, mais voilà. Ne vous contentez peut-être pas d'une seule proposition. Donc, faciliter le retour au travail avec des différents acteurs impliqués, rendez-vous facultatif et différentes modalités de mise en œuvre. C'est la petite synthèse que vous voyez à l'écran. Vous aurez aussi sur le support, quand il va vous être envoyé, vous voyez le lien vers l'article amélie.fr qui décrit plus précisément les modalités du rendez-vous de liaison. Nous avons évoqué déjà plusieurs reprises la visite de pré-reprise. Est-ce qu'Hélène, tu veux bien expliquer de manière plus précise en quoi elle consiste? Alors, la visite de pré-reprise, c'est un examen médical effectué par le médecin du travail dans le cadre de l'arrêt de travail. Le salarié peut la demander directement. Le médecin conseil et assurance maladie, le médecin traitant. Ça reste un outil très, très important dans le cadre de l'arrêt, puisque les salariés, souvent, assez rapidement pendant l'arrêt de travail, ont conscience que la reprise de travail va poser problème. Souvent, le salarié connaît son poste, il voit les difficultés qu'il a dans son quotidien déjà, et donc il peut très bien se dire « Oh là là, ma reprise de travail, ça va être compliqué, je vois bien que mon poste, en l'état, ça va pas être tenable. » Donc c'est vrai que ce rendez-vous avec le médecin du travail, ça vraiment est très, très important. Il permet au salarié de discuter de sa pathologie avec le médecin du travail, d'évoquer les freins. Le médecin du travail, si ce dernier, avec l'accord du salarié, peut faire déjà une première
un premier état de préconisation pour vous le faire suivre, mais du coup, ça permet d'anticiper les éléments de reprise, d'évoquer éventuellement un temps partiel thérapeutique, d'évoquer les autres outils qu'on va par la suite nommer. Enfin, ça reste un outil très très important dans le cadre de l'arrêt de travail. Le salarié entend des choses. Ça peut aussi lui permettre d'évoquer des fois des souhaits en disant ben là, en effet, mon poste de travail, je ne pourrais pas le reprendre, mais l'entreprise, moi, je sais qu'il y a peut-être tel et tel poste qui pourrait me convenir. Alors, est-ce que le salarié, est-ce qu'il y a des postes de disponibles? Est-ce que l'entreprise serait d'accord? Enfin, c'est aussi tout un temps d'échange avec le médecin du travail pour clarifier les restrictions médicales, voir ce qui peut être fait dans l'entreprise. Le médecin du travail peut derrière mettre ses recommandations par rapport à l'employeur. Donc, ça permet d'anticiper énormément les difficultés avant la visite de reprise qui, du coup, est très tardive puisqu'on est déjà en reprise au moment où elle se fait. Donc, c'est des fois tard pour une entreprise de pouvoir anticiper certaines adaptations par rapport au retour du salarié. Le terme visite de pré-reprise est souvent mal compris, il fait un petit peu peur. Il ne faut pas le comprendre comme étant une visite qui va déboucher sur une reprise très rapide, forcément. C'est vraiment un temps pendant l'arrêt de travail pour faire le point sur la situation à l'instant T. Mais ce n'est pas elle qui déclenche ou non la fin de l'arrêt de travail, bien entendu. Et souvent, il peut y en avoir plusieurs. On a des salariés qui, en fonction de l'avancée de l'état de santé, vont faire une première visite. Le médecin du travail va dire, oh là, attendez, c'est un petit peu tôt, c'est très bien, je note, voilà. Mais par contre, on se revoit dans 2-3 mois par rapport à ce que vous nous dites. Il y a une intervention, il y a des soins, enfin voilà. Et on refera un point à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs visites de pré-reprise. Et ça permet aux salariés d'avoir vraiment un suivi et d'être toujours en lien par rapport aussi à l'emploi, son poste. Enfin, c'est aussi psychologiquement très important pour le salarié de quand même pouvoir se projeter et d'avoir cet interlocuteur pendant l'arrêt qui est là un petit peu pour préconiser des éléments auprès de l'entreprise. Merci Hélène. À moins qu'il y ait une question sur la visite de pré-reprise, pardon, je propose de passer au point sur le temps partiel thérapeutique. Si on peut revenir rapidement sur alors, Ouais. on va faire les deux, rendez-vous de liaison et la visite de pré-reprise, parce qu'on a eu quelques demandes, quelques questions sur ces deux sujets. Alors j'ai essayé de les regrouper. On demandait comment proposer le rendez-vous de liaison si le collaborateur ne donne plus de nouvelles. Un courrier. Un Un courrier. courrier. Ouais. Voilà, donc ça répond également à d'autres questions, puisqu'on avait des demandes de savoir si c'était mieux de passer par courrier, par courrier recommandé, dans le cadre de ces demandes. Le courrier recommandé peut être un peu agressif. C'est, le courrier simple doit suffire. Après, la personne, elle s'en emparera ou pas, ça c'est certain. Il peut aussi y avoir, parce que ce sera vraiment un courrier officiel par le service RH ou la direction. Après, peut-être que le contact, il est maintenu aussi avec des personnes plus opérationnelles, on va dire, dans le contact avec l'entreprise. Quand je dis opérationnel, c'est-à-dire ça peut être un manager, ça peut être tout dépend voilà, du type d'arrêt, du type de difficulté rencontrée, mais il peut y avoir de toute façon toujours le courrier, mais il peut y avoir quelqu'un qui, à l'oral, explique un petit peu ce que c'est et puis incite la personne à s'en emparer. Mais ça relèvera toujours de toute façon d'une décision du salarié. Ça revient également à répondre à une autre question, puisqu'on avait une question qui demandait si une communication globale était suffisante en entreprise ou il fallait également faire de la communication individuelle. Donc, comme tu viens de le répondre, en plus des courriers, une communication orale, etc., permet de faire connaître et d'accentuer cet outil. Euh, je continue. Est-ce que le rendez-vous de liaison peut être proposé même si le salarié a eu plusieurs arrêts répétés de courte durée? Oui, a priori, oui. Oui. Très bien. Alors Ok. sur le pré-rendez-vous de liaison, ça, je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie. Est-ce que le rendez-vous de liaison, si pardon, fait partie du temps de travail et est-ce qu'on doit le payer sur ce temps? Si la personne est en arrêt, non.
C'est un temps d'échange, mais c'est pas une reprise de travail. Merci Hélène. Concernant la visite de pré-reprise, alors on a également plusieurs questions. J'essaie de ne pas trop, enfin de les regrouper pour pas prendre trop de temps sur la durée de la présentation. Est-ce que la visite de pré-reprise est confidentielle vis-à-vis de l'employeur? Oui, sauf si le salarié souhaite que les échanges donnent lieu à des préconisations. Hein, tu me confirmes, Hélène, hein? Oui, oui, oui. Oui, Il faut que le salarié donne son accord. Alors, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait des remontées, puisque si le salarié s'inquiète, alors ça dépend du motif de l'arrêt, mais normalement, un salarié qui est inquiet par rapport à sa reprise, lorsqu'il rencontre le médecin du travail, c'est pour évoquer justement ses difficultés à venir sur le poste de travail. Donc l'idée, c'est quand même que le médecin du travail puisse en amont avec l'employeur justement évoquer ce qui sera possible de faire à la reprise. Donc c'est vrai que l'objectif de la visite de pré-reprise, normalement, c'est que ça puisse vous être indiqué. Alors, il est vrai que des fois, c'est pas fait immédiatement parce que soit c'est trop tôt, soit les éléments médicaux ne sont pas stabilisés, donc le médecin du travail ne va pas forcément faire remonter les éléments immédiatement, mais c'est vrai qu'il faut de toute façon toujours l'accord du salarié. Merci. Des questions qui se regroupent également. Si l'arrêt perdure mais que le salarié n'initie pas de demande de visite de pré-reprise, quelle marge de manœuvre à l'employeur? Et qui va avec l'autre question qui est est-ce que l'employeur peut faire la demande initiale de cette visite de pré-reprise? un doute sur la possibilité qu'a l'employeur de demander la visite de pré-reprise. Il me semble que non, pas l'employeur. Donc, À la rigueur, c'est une question sur laquelle on pourra revenir oui. à l'issue du webinaire dans le cadre de réponses. Donc on reviendra vers vous sur cette réponse. Et il y en avait aussi sur le financement du bilan de compétences. Il y en a plusieurs. Comment on finance le bilan de compétences? Il y a plusieurs Ah, possibilités. Hein. Je te laisse alors, répondre. le bilan de compétences est aujourd'hui finançable par le compte de formation. La Ouais. plupart des personnes qui font des bilans de compétences, s'ils veulent un financement, ils vont utiliser leur compte de formation professionnelle pour le financer. Tout passe par le compte. Après, c'est vrai que c'est des démarches qui sont par contre faciles, pour lesquelles, par exemple, s'il y a besoin d'explications, que ce soit un conseiller en évolution professionnelle ou notre service, on va expliquer la démarche. Mais oui, c'est financé par le compte de formation. C'est bon pour ces Oui, sujets? on reviendra aux Ah, questions après. ouais. On a D'accord. Enfin, plusieurs on tient. personnes qui nous confirment que la visite de pré-reprise ne peut pas être à l'initiative de l'employeur. Donc, Il merci me aux semblait personnes bien. qui nous ont fait les Mm. retours. Oui. Ça permet d'aller dans ce sens et de répondre à cette question. Merci à Eh vous. bien, merci beaucoup aux personnes qui ont répondu. Effectivement, ça rejoint ce que l'on pensait, mais j'avais un petit doute. On va évoquer maintenant le temps partiel thérapeutique, toujours un lien vers l'article amélie.fr. Le temps partiel thérapeutique, maintenant, c'est bon, c'est passé dans le langage courant, ce n'est pas du mi-temps thérapeutique, c'est bien du temps partiel. Il permet une reprise progressive après ou sans arrêt maladie initiale, parce que c'est vrai que ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, 2019, c'est plus si nouveau que ça, mais jusqu'à 2019, il fallait impérativement qu'un temps partiel thérapeutique fasse suite à un arrêt de travail, plus ou moins long d'ailleurs, à temps complet, pour pouvoir être prescrit et indemnisable. Maintenant, depuis 2019, il peut y avoir un temps partiel thérapeutique prescrit d'emblée. Pour autant, son objectif reste le même, c'est répondre à une problématique de santé qui fait que la personne va reprendre ou va travailler progressivement, mais avec toujours l'objectif d'un retour à temps, alors temps complet ou en tout cas le temps du contrat de travail qui était le sien auparavant. Parce qu'une difficulté ponctuelle fait que la personne n'est pas à ce jour en capacité de travailler à temps normal par rapport à son contrat. Le temps partiel thérapeutique, il peut être envisagé lors de la visite de pré-reprise avec le médecin du travail, mais il peut être prescrit directement par le médecin qui prescrivait les arrêts.
idéalement en l'anticipant, parce que je me mets à votre place, vous, employeur, il est délicat de mettre en place un temps partiel thérapeutique si vous avez entre les mains une prescription qui, un vendredi après-midi, vous dit reprise à temps partiel thérapeutique lundi matin. Ça va être un petit peu compliqué en termes d'organisation, on le sait bien. Très souvent, dans les prescriptions sur les arrêts de travail qui durent un petit moment, ce qui se passe, c'est que le médecin qui prescrit l'arrêt dit voilà, je vous prolonge encore 15 jours, et puis dans 15 jours, on tentera la reprise à temps partiel thérapeutique, informez-en votre employeur. Donc, c'est vraiment la situation idéale, c'est quand vous pouvez en être informé un petit peu en amont. Je sais que ça ne se fait pas toujours, mais c'est aussi le discours que l'on porte aussi vers les médecins pour que ça se passe de cette manière-là. Donc, sur la slide, il est indiqué des choses très formelles. L'employeur fournit une attestation d'accord pour le travail à temps partiel. Alors, ce n'est pas forcément obligatoire de le formaliser par écrit. Ça peut être intéressant pour que l'organisation soit claire entre le salarié et l'employeur sur comment on s'organise. De faire des plannings, enfin voilà, de le formaliser un petit peu, mais ce n'est pas un document officiel. De votre côté, vous allez l'organiser lorsqu'il y a besoin. Ça peut être intéressant de demander l'avis du médecin du travail sur les modalités effectivement d'organisation de ce temps partiel thérapeutique, parce qu'elles vont dépendre d'énormément de critères, de la pathologie de la personne, bien sûr, mais également de son poste de travail, de l'organisation du travail dans votre entreprise. Un temps partiel ne peut pas s'organiser de la même manière selon les activités, et tout ça doit être bien pris en compte et doit être négocié, on peut utiliser ce mot, entre les différentes parties que sont le salarié, l'employeur et le médecin du travail pour l'organiser au mieux pour tous, et surtout, je le répète bien, de manière progressive. L'idée, c'est d'augmenter progressivement le temps de travail vers un retour à temps plein. Une de vos obligations, vous, employeur, va être de nous adresser chaque mois, si le temps partiel dure plusieurs mois, à terme échu, donc au début du mois suivant, une attestation de salaire. Je fais une petite aparté chargée de relations entreprises sur les déclarations, qui se fait uniquement sur Net Entreprise pour l'instant. Hein. La DSN n'est pas encore ouverte pour le temps partiel thérapeutique. Donc, chaque mois, vous allez indiquer la perte de salaire subie par l'absence à temps partiel, et nous, assurance maladie, nous allons indemniser. J'anticipe potentiellement quelques petites questions. Il y a actuellement quelques difficultés sur l'indemnisation du temps partiel thérapeutique. Si vraiment vous avez des difficultés qui durent, n'hésitez pas à utiliser les voies de réclamation habituelles. Nous jetterons un œil à la situation pour essayer de débloquer la situation. Sur l'organisation du temps partiel, Hélène, je ne sais pas si tu veux compléter. Voilà, c'est un dispositif qui fonctionne bien, qui a fait la preuve de son efficacité, à condition que vraiment toutes les parties y trouvent leur compte, en fait, vraiment sur l'organisation. C'est très, très important. Parce que quand on a été en arrêt de travail longtemps, reprendre tout de suite à temps plein, la marche, elle est vraiment haute, ça peut être compliqué. Après, si on fait le choix de démarrer à 50%, ben, il faudra bien à un moment augmenter tranquillement, progressivement vers le temps plein, parce que la deuxième marche, elle peut être aussi très haute si on fait du 50% et que tout d'un coup, on est obligé de revenir à temps complet. Donc, la progressivité, elle est vraiment très, très, très importante. Et l'adaptation, parce qu'il n'y a pas que le temps de travail dans le temps partiel thérapeutique. Il y a également adapter certaines tâches. Et là, c'est vraiment les préconisations du médecin du travail qui vont vous guider. Est-ce qu'il y a des questions sur le temps partiel thérapeutique? Sinon, on peut passer à l'essai encadré et puis éventuellement, vous reviendrez vers nous sur les questions plus tard. Ça a l'air d'être bon. Bah, écoutez, si, on a quelques Oui. questions. On peut J'étais en train d'écrire en même temps. maintenant. Ouais. On a des personnes qui nous posent la question de savoir s'il y a une durée maximale dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, enfin, du moins si le temps partiel thérapeutique a une durée limitée. Il a une durée limitée dans le sens où la durée de l'arrêt de travail total, lorsque l'on a une reconnaissance d'affection de longue durée ou ce qu'on appelle un article L324.1, c'est-à-dire un accord pour des soins continus au-delà de 6 mois, ça va être jusqu'à 3 ans, temps partiel thérapeutique
inclus, voire sur accord du médecin conseil, mais c'est une 4e année potentielle, mais on va dire 3 ans. Durée d'arrêt, enfin arrêt de travail compris. Merci. Est-ce qu'il y a des mesures dans lesquelles l'employeur peut refuser un temps partiel thérapeutique? Je, je suppose que oui, mais là, comme ça, spontanément, je les ai pas en tête. Peut-être sur certains postes de travail très, très, très spécifiques. Mais idéalement, c'est quand même d'avoir d'abord essayé de le mettre en œuvre avant de le refuser. Tout en gardant à l'esprit qu'il y a une prescription médicale qui permet de prouver le fait médical en lien avec Oui, l'absence. oui, tout à fait. De toute façon, Euh, médicalement, le temps partiel sera forcément justifié. C'est pas voilà. l'employeur de ne. C'est plutôt en termes d'organisation que potentiellement ça peut être compliqué, mais essayer dans la mesure du possible d'y donner une suite favorable. Merci. Est-ce que le médecin traitant doit obligatoirement indiquer le pourcentage du temps partiel thérapeutique Non, sur la prescription? non. Sauf pour la fonction publique. Territoriale au moins. Alors, les collectivités, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont connectées. Je sais que c'est quelque chose qui est demandé. Donc, c'est un petit peu complexe pour les médecins de savoir dans quel cas c'est à eux ou pas à eux d'indiquer ces éléments-là. Mais sinon, non, le médecin qui prescrit, lui, il indique une date de reprise à temps partiel et une durée. Mais l'organisation, et on parle rarement, parce qu'un pourcentage tout seul, ça donne pas grand-chose, parce que même 50%, ça peut être tous les matins, ça peut être un jour sur deux. Enfin, tout ça, c'est de l'organisation, donc à voir plutôt avec le médecin du travail. Mais non, ce n'est Ouais, pas au médecin du travail. oui, je te rejoins, Hélène. C'est le médecin du travail qui définit la reprise, les conditions de reprise sur le temps de travail. En effet, le salarié peut vouloir faire un mi-temps, mais que le médecin du travail trouve que ça peut être trop. Enfin, c'est vraiment le médecin du travail qui va en effet définir les modalités de reprise. Alors forcément, il faut que ça corresponde avec l'organisation structurelle de l'entreprise, mais c'est vrai que médicalement, il peut des fois y avoir vraiment des conditions importantes que le médecin du travail estime nécessaires par rapport à la reprise du salarié. C'est plutôt le médecin du travail. Merci. Alors après, on avait des questions un peu plus précises. On y reviendra à l'issue de la présentation. Je vais vous laisser reprendre la main pour le moment. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on va évoquer le dispositif suivant qui est l'essai encadré. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà été amenés à organiser au sein de votre entreprise le retour de votre salarié pendant quelques jours pour un essai encadré. Alors, c'est quoi l'essai encadré pour ceux qui ne connaissent pas du tout? C'est un dispositif pour faciliter le retour à l'emploi d'un salarié en arrêt de travail. Il est mobilisable pendant l'arrêt de travail, bien sûr. Il permet de tester pendant l'arrêt la capacité de travail du salarié, donc sa capacité à soit reprendre son poste, soit à occuper un poste aménagé ou à envisager un nouveau poste, voir si aucune de ces situations n'est possible, à aider le médecin du travail dans sa prise de décision par rapport à l'identification ou à la décision d'inaptitude. Hein. Si inaptitude il doit y avoir, dans ce cas-là, ça permettra d'envisager une reconversion professionnelle. Ce dispositif, il s'adresse aux salariés, quel que soit leur contrat ou leur statut, hein, c'est-à-dire quel que soit le type d'arrêt, maladie, accident de travail, maladie professionnelle. Pour le mettre en place, il y a alors les différents partenaires hein, qui sont sollicités pour la mise en œuvre connaissent bien le dispositif, donc connaissent bien à la fois la procédure et les différents documents qu'il faut fournir. Donc, il faut l'accord de deux médecins, 3 médecins même, parce que l'accord du médecin prescripteur de l'arrêt, on dit médecin traitant, mais médecin qui accompagne son patient dans l'arrêt. Il faut l'accord également du médecin conseil, parce que comme ça se passe pendant l'arrêt, on vérifie avec le médecin conseil de l'assurance maladie que l'arrêt est justifié de manière suffisamment longue pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif. Et également, le médecin du travail, il est sollicité pour la mise en œuvre parce que c'est lui qui a besoin de tester certains aspects hein, concernant le retour. Donc, il se déroule pendant l'arrêt de travail
Il a une durée maximum, cet essai encadré, de 14 jours, continu ou fractionnable, selon certaines situations. On en met en œuvre une cinquantaine par an, en Vendée en tous les cas. Ça dépend des situations. Parfois, ça va être pendant 3, 4 jours parce que le médecin du travail n'aura pas besoin de plus de temps pour valider ce qu'il a besoin de vérifier. Parfois, ça peut être un petit peu plus long ou alors ça peut nécessiter un peu plus de temps parce que la personne est au moment où on va faire l'essai et pas en capacité de venir tous les jours. Physiquement, c'est encore compliqué. Donc, elle va venir un jour sur 2 ou un jour sur 3 dans l'entreprise. Donc, 14 jours maximum, fractionnable ou en continu. Et cet essai peut éventuellement être renouvelé si le médecin du travail ou la personne qui va être, pas forcément le médecin lui-même, a besoin d'un petit peu plus de temps pour vérifier encore quelques aspects. Dans ce cas-là, on pourra renouveler de quelques jours l'essai encadré. Et on peut en faire plusieurs, notamment si le premier essai a abouti au fait que ben non, le poste, ce sera plus possible parce que l'état de santé ne le permettra pas, même avec aménagement. Dans ce cas-là, si l'entreprise peut proposer un autre poste, on peut mettre en place un nouvel essai encadré pour tester cet autre poste de travail. Donc, pendant cet essai, il va y avoir le suivi et le soutien d'un tuteur qui accompagne le salarié, mais également le service de santé au travail ou Cap Emploi qui accompagne aussi pas mal d'essais encadrés parce que en lien avec l'entreprise, ils peuvent vous accompagner, vous employeurs, dans la mise en œuvre. Que vous dire d'autre? Il y aura un bilan qui est fait à la fin entre les différentes parties, l'employeur, le salarié et le prescripteur, on va dire, de cet essai encadré pour en tirer des conclusions et faire les aménagements éventuellement nécessaires. À savoir également, c'est que pendant cet essai encadré, si toutefois il survenait un accident du travail, parce que ça peut arriver, la personne va quand même être en situation de travail, vous, employeur, vous devez faire la déclaration d'accident de travail, pardon, mais vous indiquerez un code spécifique qui fait que cet accident sera sur le compte global au titre de la formation professionnelle. C'est-à-dire votre salarié à ce moment-là va être considéré comme étant un stagiaire de la formation professionnelle. L'accident de travail sera pris en charge, sera indemnisable, mais ne sera pas imputé à votre compte employeur. C'est important que vous le sachiez. Quelques éléments complémentaires, peut-être, Hélène, je ne sais pas si tu en as ou pas particulièrement. Alors, en fait, l'essai encadré est très intéressant avant des fois même une reprise à temps partiel thérapeutique. C'est-à-dire qu'il peut être fait préalablement, justement parce que le médecin du travail s'interroge sur plusieurs postes dans l'entreprise qui pourraient être intéressants. Il peut soit être lui-même présent lors de l'essai pour regarder un petit peu comment ça se passe. Il peut faire appel à Cap Emploi. Cap Emploi peut faire appel aussi à des prestataires. Pour certaines pathologies, il y a des fois nécessairement besoin d'une vision un petit peu plus spécialisée. Donc, c'est vrai que ça reste un très, très bon outil, cet essai encadré, justement pour permettre aux salariés d'être en test, en fait, de voir. On n'est vraiment pas dans une reprise effective comme le temps partiel thérapeutique, où le salarié revient en poste, voilà, sur des tâches à effectuer. Là, on est vraiment sur est-ce que le salarié peut le faire déjà préalablement, et s'il peut le faire, de quelle manière il peut le faire, et est-ce qu'il y a besoin d'aménagement, besoin d'un soutien, besoin de remodeler le poste. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, quand il est fait vraiment en première étape, ça permet aux salariés vraiment de prendre conscience aussi avec l'entreprise de qu'est-ce qui peut se faire à la reprise. Et après, le temps partiel thérapeutique peut prendre la suite sur les modalités qui ont été vues et travaillées préalablement. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est intéressant. Merci Hélène pour ces compléments d'information. Pour information, vous voyez sur la vue un visuel là, qui s'appelle Anticiper le retour de votre salarié avec l'essai encadré. C'est un flyer qu'on n'a pas développé ici, mais qui est destiné aux employeurs et qui vous sera adressé, alors pas directement parce que les pièces jointes c'est un petit peu lourd envoyé par mail, mais qui vous sera auquel vous aurez accès par le biais d'un lien de téléchargement.
Autre dispositif de l'assurance maladie, la convention de rééducation professionnelle en entreprise, CRPE, qui existait avec le même acronyme, mais on utilisait le terme contrat avant. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Convention de rééducation professionnelle en entreprise. Alors, contrairement à laisser encadrer, c'est une mesure qui va se mettre en place à l'issue de l'arrêt de travail. Mais quand je dis à l'issue, c'est vraiment dès le lendemain du dernier jour de l'arrêt de travail. À quoi elle sert cette convention? Alors, par définition, convention, ça veut dire que l'on conventionne entre plusieurs parties, l'assurance maladie, le salarié et vous, l'employeur. Cette CRPE, elle aide un salarié pour lequel l'inaptitude au poste a été identifiée par le médecin du travail ou le risque d'inaptitude au poste, soit à se réadapter à son ancien poste, soit, si effectivement le retour à l'ancien poste ne sera pas possible, à se former à un nouveau métier dans son entreprise, voire ailleurs, mais idéalement quand même, en tout cas les cas les plus fréquents, ça va être dans l'entreprise. Je vous donne le contexte. Vous avez un salarié qui est en arrêt de travail, de plus ou moins longue durée, effectivement. Lors d'une ou plusieurs visites de pré-reprise, il a été identifié par le médecin du travail qu'il ne sera plus possible pour la personne de reprendre son poste de travail. Votre salarié vous en fait part, mais il se trouve que vous, dans l'entreprise, vous avez un poste qui va se libérer, par exemple, ou un poste que vous souhaitez créer. Ça existe dans pas mal d'entreprises du bâtiment, notamment. Un poste que vous souhaitez créer pour lequel vous pensez que votre salarié pourrait avoir déjà certaines compétences transposables par rapport au métier qu'il avait avant, qui sont intéressantes pour l'entreprise, parce que aussi vous avez à cœur, dans la mesure du possible, de ne pas licencier ce salarié, vous souhaitez le garder dans l'entreprise. Eh bien, vous vous dites, ce poste-là qu'on va créer ou qui existe déjà, mais pour lequel la personne qui l'occupe actuellement va peut-être partir en retraite. Enfin, il peut y avoir différentes situations. Vous vous dites, ça pourrait peut-être coller, mais bon, par rapport au poste que ce monsieur ou cette dame avait avant, ça va nécessiter quand même un temps de formation, parce que ce n'est pas du tout le même métier. Eh bien, dans ce cas-là, temps de formation théorique, mais également accompagnement au sein de l'entreprise par un tuteur. Eh bien, nous, Assurance Maladie, on va vous accompagner parce que vous faites l'effort, alors j'aime pas trop ce terme, mais vous mettez en place des choses pour garder dans l'entreprise votre salarié et on va vous accompagner de manière financière, c'est-à-dire que pendant quelques mois, on va vous verser à vous, l'entreprise, le même montant d'indemnité journalière que ce qui était versé pendant l'arrêt de travail de votre salarié. Ça va vous permettre de faire face à certains coûts, notamment peut-être un tuilage avec une autre personne, donc ça veut dire deux salaires à payer. Eh bien, nous, on va vous accompagner financièrement pendant quelques temps. Alors, c'est un temps qui est limité, 18 mois maximum. Je dis maximum parce qu'il entre aussi dans le temps de la durée de l'arrêt maximum qu'on évoquait pour le temps partiel thérapeutique, par exemple. Donc, c'est 3 mois maximum. Donc, ça peut, il faut que ce soit 18, c'est pas 3 mois, j'ai dit 3 mois, je me trompe, c'est 3 ans. Durée d'arrêt 3 ans maximum, dont la CRPE, mais potentiellement peut-être cette petite année complémentaire aussi, mais je préfère ne pas l'évoquer de manière trop sûre parce que ce sont des cas qui sont exceptionnels. Donc, on va travailler ensemble une convention qui va déterminer clairement quelles seront les missions de la personne, l'organisation de son temps de travail, la durée de cette convention et le montant du salaire que vous allez verser. Donc, il ne pourra pas être inférieur, notamment si c'est un arrêt, un accident du travail, le nouveau salaire ne peut pas être inférieur à celui que la personne touchait avant. Sur l'ancien emploi, et le montant de l'indemnité journalière qui va être versée par l'entreprise. Donc, n'hésitez pas. Tout à l'heure, il y aura un petit sondage qui vous indiquera si vous souhaitez être accompagné sur une information un petit peu plus complète sur ces dispositifs. N'hésitez pas à nous en faire part. On pourra reprendre contact avec vous. Là également, il y a un petit flyer que je vais vous mettre à disposition avec l'emploi du support et du replay. N'hésitez pas à y recourir et à le lire et à éventuellement l'imprimer, à le partager aussi en entreprise parce que je ne sais pas quel est votre profil à vous ce matin.
Ça peut être direction, ça peut être RH, ça peut être responsable RSE, infirmier, pourquoi pas. Donc, différentes personnes vont être mobilisées pour la mise en place de ces dispositifs. Il ne faut pas hésiter en entreprise à échanger entre vous. C'était tout sur les dispositifs que l'on souhaitait vous présenter ce matin. Est-ce qu'il y a des questions, Aline et Jérôme? Alors oui, il y a pas mal de Oui. questions. Là, je suis en train de répondre encore. Jérôme, si je te laisse voir s'il y en a, je réponds à l'écrit, hein, ce que je peux Oui, là. alors sur Ouais. l'essai encadré, on a pas mal de questions. Il y en a Ouais. d'autres questions sur lesquelles on va pouvoir revenir Mm. après également. Qui doit être à l'initiative de l'essai encadré? Est-ce que c'est le salarié? Est-ce que c'est l'employeur? Est-ce que vous pouvez juste revenir dessus? Alors, à l'initiative, l'employeur, difficilement. Par contre, que vous connaissiez le dispositif pour être ouvert à la possibilité de le mettre en œuvre, pourquoi pas. Par contre, si vous échangez dans vos contacts avec Cap Emploi, par exemple, vous pouvez échanger sur ce dispositif, mais ça reste quand même le médecin du travail qui va déterminer le bon moment pour le proposer. Et puis qui va déterminer s'il a besoin aussi de ce dispositif, parce qu'il n'est pas nécessaire systématiquement. Merci. On a plusieurs personnes qui nous posent également la question de savoir comment est rémunéré le salarié pendant l'essai encadré. Est-ce qu'il a un maintien Il est de en arrêt de vigie? Est-ce travail. qu'on... Il est en arrêt Voilà, de travail, donc on maintient l'indemnité journalière. voilà. Merci Hélène, parce que c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Et dans Euh, votre logiciel de paye, je me projette sur les DSN mensuels également, dans votre logiciel de paye, il est en arrêt de travail. euh, pour l'essai encadré, si cela ne fonctionne pas, comment est comptabilisé son arrêt après? Si jamais l'essai encadré ne fonctionne pas, est-ce qu'il retourne en arrêt après? La réponse a été donnée juste avant, De puisqu'il toute façon, il est en continue à arrêt. être en arrêt. Oui, Il est Donc en c'est arrêt. juste oui, oui. une modification, on va dire, de son activité, mais il est toujours considéré en arrêt de travail. Je suis en En fait, train de c'est comme clôturer en une même temps les action. questions. Mm. En fait, c'est comme une action de formation pendant l'arrêt. En fait, ça fait partie des autorisations que la caisse donne pour effectuer des actions pendant l'arrêt et laisser encadrer en fait partie. Donc, c'est au même titre qu'un salarié qui ferait, enfin, là, avec la responsabilité d'action de travail enfin, interne. Mais voilà, c'est un peu dans l'idée, c'est ça en fait, aller en arrêt de travail complet avec une action de formation, enfin, avec une action à l'intérieur De de l'arrêt. remobilisation, voilà, pendant l'arrêt. On a également des questions sur le CRPE. Qui demande le CRPE? Est-ce à l'initiative de la PDP ou du médecin du travail? Et est-ce que le CRPE, la demande de CRPE doit être faite avant la reprise du salarié au nouveau poste? Ah oui, ah oui, oui. Il faut l'anticiper parce que ça demande un petit peu de temps déjà pour voilà, que chaque partie, notamment l'assuré sur l'accompagnement social, soit bien informé de ce que ça implique, de ce que c'est, que côté employeur, vous puissiez. Alors, si un poste, vous l'avez déjà identifié, que c'est pas une création, ça peut être un petit peu plus simple, mais côté médecin du travail, pour faire ses préconisations également, oui, plusieurs semaines idéalement avant la reprise, oui. J'en profite, on a plusieurs personnes qui doivent quitter, donc je vous remercie Mm. d'avoir été présent et d'avoir patienté jusqu'à la fin. Merci à tous. Merci, oui. Euh, Après, on a d'autres questions plutôt générales. Aline, si toi tu en as Ouais. retenu. On en a aussi sur comment ça se passe en cas d'accident de travail pendant un essai encadré. Je ne sais pas si la On a question répondu était. à cette question, Ah, ok, oui. autant pour moi. J'étais en Non, train il de n'y a pas de répondre en même souci. temps. Ouais. Alors, des questions, il y en a quand même pas mal en suspens, Ouais. Est-ce que les dispositifs hein. peuvent être cumulés, temps partiel thérapeutique plus CRPE par exemple? Alors, pas en même temps. C'est l'un ou l'autre. Ils peuvent Euh, se suivre, mais ils peuvent pas être faits en même temps, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Très bien. Merci Hélène. Euh, Est-ce que Ouais. l'essai encadré est possible pour les contractuels de droit public? Je ne sais pas si vous avez la réponse, mesdames. Mm. Laisser encadrer, oui. Je Ouais, au crois que même oui. titre, on avait la même pour les rendez-vous de liaison aussi. Si c'était. Je me permets une petite chose, étant donné que Mhm. certaines personnes doivent nous quitter. Est-ce que, Aline, tu veux bien lancer le sondage maintenant? Ah oui, bien Ouais. sûr. Le sondage, il va vous permettre, si vous souhaitez être recontacté pour échanger de manière un petit peu plus approfondie sur ces thématiques, de nous le faire savoir par le biais d'une petite information. Donc, je te laisse lancer le sondage. C'est bon, normalement.
Ouais. On ne partagera pas les réponses à tous, contrairement au sondage que l'on fait habituellement, bien sûr, mais on vous laisse nous indiquer, si vous le souhaitez, vos coordonnées pour que l'on revienne, soit vos coordonnées à vous, soit celles de la personne qui est vraiment en charge de ces sujets dans votre entreprise. Mm. Mm. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions sur lesquelles vous pouvez avoir vos réponses aussi dans vos conventions collectives et dans le code du travail. Oui, effectivement. Enfin, pour information, il y a quand même beaucoup d'infos. Faut pas hésiter à regarder vos conventions collectives par rapport à tout ça, tout ce qui va être reprise, retour à l'emploi. Comment vous gérez niveau RH là-dessus? Parce qu'on a quand même des questions auxquelles nous, on n'a pas forcément les réponses non plus. C'est ça. Ah bah, sur la Mm, gestion RH, effectivement, ce c'est n'est pas ça. notre champ. Nous, on vous dit que c'est possible côté assurance Et on a maladie. beaucoup de Effectivement, remarques pendant que les personnes aussi. complètent, ouais, Ouais. tu peux continuer les questions, oui. On a beaucoup de remarques Il y en aussi a sur quand le salarié refuse, en fait, tout simplement, ou quand le salarié ne donne pas de nouvelles, voilà. Mm. Comment on peut agir en tant qu'employeur sur ces situations-là. Ça reste effectivement une difficulté pour laquelle on n'a pas vraiment de solution. Quand le lien est complètement rompu, effectivement, vous ne pouvez pas proposer grand-chose, forcément, et ça reste délicat, oui. Nous, on fait quand même aussi des informations auprès des assurés en arrêt de travail, côté assurance maladie, sur la possibilité qu'ils ont de contacter le service social. Toute l'information liée au retour à l'emploi ne repose pas sur vous, employeur, bien sûr, hein. L'assurance maladie, elle est aussi proactive vers les assurés en arrêt de travail. Mm. J'en profite également pour préciser pour les personnes qui ont posé des questions sur lesquelles nous n'avons pas pu répondre à l'instant T. On reviendra vers vous à l'issue du webinaire. On va tout revoir avec les collègues et les CRE de votre département ou les CRE présents aujourd'hui, si jamais vous ne faites pas partie de la région et que vous êtes quand même participant, reviendront vers vous pour vous apporter des réponses. Oui. Donc, On vous demande par par contre avance, d'être un petit peu excusez-nous patient, si, hein. Ce sera voilà, peut-être par pas avance, tout de excusez-nous si suite. on ne vous a pas répondu à l'instant T, Mm. mais voilà, on reviendra vers vous. Ça semble s'être stabilisé au niveau du sondage. Ah non, Ouais, il y a encore quelques personnes. non, On j'ai peut le encore laisser un petit ouvert peu. encore un petit peu. Mm. On demande s'il existe des lignes de contact direct avec les services enfin, le service social. Je ne sais pas si vous Oui. avez une réponse Enfin, là-dessus. direct, le 3646, mais en disant service social, C'est ça. ça veut Ouais. dire que c'est le Ouais, 3646, mais la personne dit service social, elle s'est orientée vers un secrétariat particulier, qui est celui du voilà. service social de l'assurance maladie, oui. Et une fois qu'elle aura pris rendez-vous, après, elle aura les coordonnées de l'assistante sociale. On accompagne donc, à partir du moment où il y a une assistante qui intervient sur une situation, elle la garde jusqu'au bout, enfin, on accompagne jusqu'au bout. Euh, et après, la personne, voilà, a nos liens directs. Mais c'est vrai que la première entrée, ça reste le 3646. Il contamine, mais c'est vrai que le 3646, si les personnes disent bien service social, elles basculent directement sur nos conseillères qui interviennent dans notre service. Et du coup, il y a une première réponse et avec pose d'un rendez-vous si la situation est nécessaire. Merci. J'en profite pour Euh, avancer sur la slide suivante également, pendant que vous regardez s'il y a d'autres questions. Vous aurez accès également à ce qui est présenté là sur la vue, qui est un guide à destination de vos CSE, si vous avez des CSE, qui a été créé par le plan régional santé au travail, qui est un guide assez complet. Alors, il est à destination des CSE, mais il est aussi à destination de vous, employeurs, hein, si vous souhaitez le consulter. Il est bien fait. Il synthétise pas mal de choses qu'on s'est dites ce matin. Et Je pense. j'avance un petit peu vers la slide de contact tout en laissant la possibilité de répondre aux questions, bien sûr, et ouais. au sondage. La slide de contact, elle vous reprécise où trouver des informations. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous pouvez joindre votre CEPAM au 3679, comme pour les autres questions. Pour Net Entreprise, là, on vous a remis, c'est plus pour le côté déclaratif, notamment sur le temps partiel thérapeutique. Donc, l'outline de Net Entreprise, le 0806 800 700. Et vous avez également les informations liées, les articles disponibles sur amélie.fr, donc dans la rubrique entreprise et dans le menu le retour à l'emploi.
Hélène, est-ce que tu pourrais rappeler très rapidement les durées maximales enfin, des IJ, Ouais, d'arrêt de travail. 360 IJ dans un délai de 3 ans, etc. Parce qu'on a plusieurs questions Mm. enfin plusieurs personnes qui posent la question. Est-ce que tu pourrais juste très rapidement rappeler Alors, je les peux, je différentes peux rapidement conditions? rappeler les délais d'indemnisation. Si le salarié n'est pas bénéficiaire de ce qu'on appelle une autorisation de soins continus de plus de 6 mois ou d'une affection de longue durée, les affections qui sont dans la liste des 30 affections, ce sera maximum 360 indemnités journalières sur une période glissante d'1 an. En revanche, si l'arrêt a déjà duré plus de 6 mois, c'est-à-dire que le médecin conseil a valider cette nécessité de soins continus de plus de 6 mois et que également la condition administrative est remplie côté activité, nombre d'heures et autres. Là, je ne les rappellerai pas tout simplement parce que je ne les ai pas en tête. Si ces deux conditions sont remplies, l'accord médical et les conditions administratives, ce sera 3 ans maximum en maladie. Merci. Je pense que c'était important parce qu'on a eu plusieurs questions enfin plusieurs personnes qui ont posé ce genre de questions, donc c'était important, je pense, de le rappeler. Et après, il Euh, y a quand même des modalités spécifiques hein, qui sont vues avec le médecin conseil. Ça peut arriver c'est qu'effectivement, il ça. y ait des indemnisations au-delà de 3 ans, mais c'est Oui. pour des raisons médicales, hein. Donc, Et puis, ça peut arriver, oui. Mm. le temps partiel thérapeutique ou la rééducation professionnelle notamment. Mm. Une petite slide qui s'adresse spécifiquement aux employeurs de Vendée. Je m'excuse par avance pour les autres, mais c'est parce qu'il y a un événement employeur qui est proposé par le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés qui se tient le 17 novembre prochain, c'est un lundi, à la Chambre de commerce et d'industrie à La Roche-sur-Yon, le matin, avec la présence de nombreux partenaires pour évoquer effectivement le retour à l'emploi. Pas seulement le retour à l'emploi, il y a aussi comment avoir une politique d'embauche facilitatrice par rapport aux personnes en situation de handicap. Il y aura plein de stands. Donc, vous avez soit le QR code, soit le lien qui vous est indiqué. Il sera dans le support qui va vous être envoyé. À moins que vous réussissiez à le scanner directement sur votre poste aujourd'hui, n'hésitez pas, il reste des places à vous inscrire pour cet événement qui sera riche en échanges le 17 novembre à La Roche-sur-Yon. Nous sommes donc sur le temps de questions-réponses, mais vous l'aviez déjà compris. Mm. Dans le support, il y a ce qu'on appelle une petite boîte à outils. Ce sont différentes définitions que l'on a pu évoquer ce matin, qui vous sont remises, mais que l'on a fait le choix de ne pas développer ce matin parce que c'était un petit peu long. Mais vous les retrouverez sur le support. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aline, Jérôme, ou est-ce qu'elles sont très spécifiques et on reviendra vers les personnes concernées ultérieurement? Ah, il y a un peu de tout, hein, je t'avoue. Mais Ouais. bon, on reviendra là, parce que sinon, je pense qu'on peut encore tenir 1 heure hein, sur les questions-réponses. Alors, c'est vrai que c'est un Après, sujet il y a quand même des choses qui se regroupent hein, auxquelles on a répondu généralement. Là, on va vraiment revenir sur les questions auxquelles il n'y a vraiment pas eu de réponse pendant la présentation. Ouais. Et qui sont en lien Euh, avec la présentation surtout, parce que tout ce qui est hors prévention oui. des insertions professionnelles, retour à l'emploi, bien entendu, nous ne reviendrons pas vers eux. Je vous invite à Et pour ceux contacter le Vous avez des qui, questions qui sont 3679. vraiment Mm. voilà, et pour hors ceux champ de ce que l'on a évoqué ce matin, contactez vos conseillers de relations entreprises par les modalités habituelles selon vos départements. Mm. Et je confirme pour ceux qui demandent, il y aura bien un replay Mm. d'accessible. Le support et le replay, le lien vers le replay vous seront envoyés ultérieurement. Pas de panique. Assez prochainement, hein, d'ailleurs, ainsi que quelques flyers. Euh, N'hésitez pas à cliquer sur les liens, ils seront sécurisés. C'est juste qu'en termes de poids, d'envoi de messages, on ne peut pas mettre des pièces jointes, ce serait trop compliqué. Mm. Ah, écoute, je pense qu'on va revenir vers les Ouais. personnes ultérieurement pour les questions. Je pense que tu vas pouvoir conclure, Hélène, Eh de bien, ton côté. merci beaucoup. C'est une thématique relativement nouvelle, alors pas nouvelle dans l'existence des dispositifs, mais plutôt nouvelle dans le choix de l'assurance maladie de faire une information générale aux employeurs. Donc, merci d'avoir participé, merci de l'intérêt que vous avez porté à cette thématique. Vous étiez très nombreux ce matin. Il y a un autre webinaire le 13 novembre
pour lequel les inscriptions sont bien complètes également. Nous restons à votre disposition pour des questions plus précises. Une petite synthèse peut-être à retenir, votre rôle à vous, en dehors de la mise en œuvre de certains dispositifs pour lesquels vous êtes directement impliqué. Votre rôle à vous, employeur, il va vraiment être, quand c'est possible, que le lien n'est pas rompu, d'orienter vos salariés ou agents, ou les collectivités, vers le service social de l'assurance maladie. Alors, agents dont l'arrêt de travail est indemnisé par le régime général, hein, on est d'accord, et également orientés vers le médecin du travail pour une prise en compte, voilà, un accompagnement et déjà un travail sur le retour pendant l'arrêt. Plus c'est précoce, mieux c'est. Plein de choses peuvent se faire pour préparer le retour au poste ou le retour à l'emploi de manière générale s'il s'avère que ce ne sera pas possible au poste. Une petite conclusion de ton côté, Hélène, peut-être, ou pas? Ta conclusion était parfaite. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant ces démarches auprès des employeurs qui est faite par la caisse, parce qu'en effet, pour accompagner des personnes en arrêt de travail, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des salariés sur le positionnement de l'entreprise, les attentes qu'on peut avoir de son employeur. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant que vous puissiez être un peu alerté sur tout ce qui peut se faire pour aussi derrière avoir une posture de connaissance. Donc voilà, je trouve ça très intéressant comme démarche de la caisse. Eh bien, et merci Aline et Jérôme pour la gestion des questions. Très bonne journée à tous, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.